Eh bien, peut-on présumer de la nature bénigne ou maligne des tumeurs cartilagineuses centromédulaires? Donc, en introduction, pourquoi a-t-on choisi ce sujet? Eh bien, les chondromes sont une pathologie fréquente et le radiologue, à la découverte d'une tumeur cartilagineuse centromédulaire, va devoir se poser la question entre un chondrome et un chondrosarcome. En effet, les chondromes représentent 13% des tumeurs osseuses bénignes. Ils sont rencontrés sur 3% des IRM de genoux et 2% des IRM d'épaule. Les chondrosarcomes, eux, représentent le deuxième sarcome osseux en fréquence après l'ostéosarcome et représentent 3,5 à 9% de toutes les tumeurs osseuses. De plus, la classification OMS, actualisée en 2020, identifie un nouveau type de tumeur cartilagineuse qui est la tumeur cartilagineuse atypique, dans l'objectif de souligner l'importance du site tumoral et de son implication dans l'agressivité tumorale. En effet, les tumeurs du squelette appendiculaire seront dénommées tumeurs cartilagineuses atypiques et auront un traitement différent des chondrosarcomes de haut grade, avec un pronostic fonctionnel meilleur. Et les tumeurs du squelette axial seront dénommées chondrosarcomes de grade 1 et auront le même traitement que les chondrosarcomes de haut grade. Cette tumeur cartilagineuse atypique chondrosarcome de grade 1 représente un chondrosarcome de bas grade. De plus, ce diagnostic n'est pas facile et nous ne sommes pas fiables. En effet, une étude publiée dans JBJS en 2007 propose 46 dossiers de tumeurs cartilagineuses à 8 radiologues et 9 anatomopathologistes experts dans le domaine, en leur demandant est-ce bénin, est-ce malin de bas grade ou est-ce malin de haut grade. Eh bien, le coefficient kappa d'accord entre radiologues était faible à 0,345 et le coefficient kappa d'accord entre pathologistes était modéré à 0,443. Donc, étant donné que c'est une tumeur fréquente, qu'il existe un nouveau sous-type de tumeur cartilagineuse, qui est la tumeur cartilagineuse atypique, et que le diagnostic n'est pas facile, les objectifs de notre étude étaient de décrire les critères d'imagerie et épidémiologique des tumeurs cartilagineuses centromédulaires. Avec comme hypothèse, est-il possible, avec une imagerie complète, IRM et scanner, de prédire le type histologique? Donc, les matériels et méthodes de notre étude. Tout d'abord, c'est une étude monocentrique rétrospective réalisée entre 2004 et 2020. Les critères d'inclusion étaient d'avoir un résultat anatomopathologique de chondrome ou chondrosarcome et au moins une imagerie disponible, IRM ou scanner, réalisée avant toute biopsie ou geste chirurgical. Les critères d'exclusion étaient les tumeurs périphériques ou extrasquelettiques, les enchondromatoses d'Ollier et de Maffucci, les localisations crânio-faciales et un délai de plus de 3 semaines entre les deux imageries. L'analyse iconographique a été réalisée par 2 lecteurs, un senior, le docteur Claire Ricard, et un junior, moi, un aveugle de toutes données. Les protocoles d'IRM étaient hétérogènes en raison de caractère rétrospectif, essentiellement à 1,5 ou 3 Tesla, comprenant au moins 2 plans de coupe, une séquence T1, une séquence T2 avec ou sans saturation de la graisse, une séquence T1 avec saturation de la graisse à injection de gadolinium. L'acquisition au scanner était réalisée sans injection de produits de contraste, avec une épaisseur suffisante pour des reconstructions multiplanaires. Donc, les critères que nous avons analysés dans l'étude, tout d'abord, ont été recueillis en scanner, et quand le scanner n'était pas disponible en IRM, la taille dans le plus grand axe de la tumeur, suivi des érosions endostéales, donc selon la profondeur et l'extension par rapport au grand axe de la tumeur. C'est la profondeur dans la corticale et l'extension par rapport au grand axe, selon 3 grades, moins d'un tiers, 1/3, 2 tiers et plus de 2 tiers. Ici, c'était une tumeur avec de profondes érosions endostéales à plus de 2 tiers sur plus de 2 tiers d'extension de la tumeur. L'envahissement cortical, qui était défini comme une solution de continuité de la corticale par envahissement tumoral. L'épaississement de la corticale, qui est une réaction périostée unilamellaire, ou une réaction périostée agressive, qui était une réaction plurilamellaire, discontinue ou en feu d'herbe. L'expansion osseuse, définie comme un aspect soufflé des corticales, et la présence d'une fracture pathologique, ont été recueillis en IRM, et quand l'IRM n'était pas disponible en scanner, la présence d'un envahissement tumoral des parties molles. En scanner seulement ont été recueillis la présence et l'extension des calcifications intratumorales sur les 3 grades vus précédemment, et en IRM ont été recueillis l'œdème de la moelle osseuse en blanc, l'œdème des parties molles péritumorales en rouge, la présence d'une périostite qui était un hypersignal T2 linéaire et un rehaussement parallèle à la corticale osseuse, la présence de moelle osseuse intratumorale. Donc, nous avons recueilli soit des travées de moelle osseuse entourant des nodules cartilagineux en périphérie de la tumeur,
soit des foci, donc des hypersignaux T1 punctiformes dans la tumeur, qui représentaient la moelle osseuse. L'ensemble des tumeurs était en ISO à discret hyposignal T1 par rapport au muscle, et parfois il y avait des plages en hypersignal T1 mal limitées. Nous avons recueilli cet hypersignal T1. Et enfin, les rehaussements, soit en arc et anneau, soit nodulaires confluents ou périphériques avec de larges plages intratumorales ne se rehaussant pas. Donc, les résultats de notre étude, 230 patients étaient admissibles, 103 ont été exclus par 98 pour absence d'imagerie, principalement 76 chondromes, suivis de 10 tumeurs cartilagineuses atypiques et 12 chondrosarcomes de haut grade. 2 examens étaient interprétables et 3 examens n'avaient pas d'anatomopathologie. Au total, 127 patients ont été inclus, soit 59 chondromes, 68 chondrosarcomes, composés de 19 tumeurs cartilagineuses atypiques. Dans cette étude, nous parlerons de tumeurs cartilagineuses atypiques pour l'ensemble des TCA et chondrosarcomes de grade 1, pour que ce soit plus simple. 35 chondrosarcomes de grade 2 et 14 chondrosarcomes de grade 3. Concernant les caractéristiques de la population, l'âge au diagnostic était un critère significatif en faveur d'une tumeur cartilagineuse atypique et d'un chondrosarcome. L'âge moyen de découverte des chondromes était de 40 ans, des tumeurs cartilagineuses atypiques 8 ans plus tard, soit 48 ans, et des chondrosarcomes 17 ans plus tard, soit 57 ans. Le genre aussi est un critère significatif entre les groupes. Les chondromes étaient plus fréquents chez les femmes, dans 70% des cas, et les chondrosarcomes et tumeurs cartilagineuses atypiques chez les hommes, dans 60% des cas. Maintenant, concernant la topographie de nos tumeurs cartilagineuses, on peut observer que les chondromes étaient préférentiellement répartis sur le squelette appendiculaire, donc les membres, tandis que le chondrosarcome était sur le squelette appendiculaire et le squelette axial, donc ceinture scapulaire et pelvienne, côte sternum. Nous n'avions pas de tumeurs sur le rachis. Les chondromes étaient dans un tiers des cas sur les humérus, un quart des cas sur les petits os longs des mains et un cinquième des cas sur les fémurs, suivi des autres localisations. Et les chondrosarcomes dans un tiers des cas sur les fémurs, suivi de moins d'un cinquième des cas humérus et côte sternum, et enfin les autres localisations comprenant également le squelette axial. Concernant les tumeurs cartilagineuses atypiques, on peut observer qu'elles avaient la même localisation que les chondrosarcomes, soit le squelette appendiculaire et le squelette axial. Elles étaient préférentiellement localisées dans 30% des cas au fémur et dans un quart des cas au pied, suivi du bassin humérus, côte et ceinture scapulaire. Il est fréquemment admis que les tumeurs proches des ceintures sont plus fréquemment des chondrosarcomes. Alors, nous avons analysé sur les humérus et les fémurs s'il y avait une différence entre les caractères proximal ou distal. Donc, d'une part, en comparant les chondromes versus les chondrosarcomes, et d'autre part, en comparant les chondromes versus les tumeurs cartilagineuses atypiques. Dans notre étude, il n'existait pas de différence significative concernant le caractère proximal ou distal. Ensuite, concernant l'atteinte épiphysaire et métaphysaire, donc nous avons comparé les chondromes versus les chondrosarcomes. Il existait une différence significative dans ces deux localisations pour un chondrosarcome. Par contre, en comparant les tumeurs cartilagineuses atypiques et les chondromes, il n'existait pas de différence significative. J'aimerais attirer votre attention sur la spécificité de l'atteinte épiphysaire pour les chondrosarcomes, qui est à 85%, alors qu'elle était plus faible, à 43% pour l'atteinte métaphysaire. Concernant la localisation diaphysaire, il n'existait pas de différence significative entre chondromes, chondrosarcomes et tumeurs cartilagineuses atypiques. La taille était un critère permettant de faire la différence entre un chondrome et un chondrosarcome, mais pas entre un chondrome et une tumeur cartilagineuse atypique. Les chondromes étaient mesurés en moyenne à 51 mm, les TCA à 46 mm et les chondrosarcomes à 92 mm. Maintenant, concernant les caractéristiques d'imagerie, nous avons analysé d'une part les chondromes versus les chondrosarcomes, et noté le petit p en orange, et d'autre part les chondromes contre les TCA, et noté le petit p en vert. Dans ces tableaux seront notés en gris les chondromes, en vert les tumeurs cartilagineuses atypiques et en orange les chondrosarcomes. Eh bien, en ellipse bleue, les critères significatifs en faveur d'un chondrome étaient l'absence d'érosion endostéale, les érosions inférieures à un tiers de la profondeur corticale et un tiers de l'extension des érosions endostéales. Donc, néanmoins, en comparant les chondromes contre les tumeurs cartilagineuses atypiques,
Seul le critère d'absence d'érosion endostéale était un critère significatif, donc pas les érosions à moins d'un tiers de profondeur et d'extension. On peut observer par ailleurs que la spécificité était élevée pour l'absence d'érosion endostéale. Maintenant, les critères significatifs en faveur d'un chondrosarcome et d'une tumeur cartilagineuse atypique concernant les érosions étaient l'extension des érosions endostéales à plus de 2 tiers du grand axe tumoral. Concernant la suite de la sémiologie corticale et des calcifications intratumorales, les critères significatifs en faveur d'un chondrosarcome et d'une tumeur cartilagineuse atypique étaient l'envahissement cortical, l'envahissement des parties molles, l'épaississement cortical et la réaction périostée. Concernant ces critères, j'aimerais attirer votre attention sur l'absence de chondrome dans l'envahissement des parties molles et la réaction périostée. Les critères d'expansion osseuse, de fracture et de présence ou absence de calcification n'étaient pas significatifs. En revanche, lorsqu'il y avait des calcifications, l'extension à moins d'un tiers de la tumeur était un critère significatif en faveur d'un chondrosarcome et d'une tumeur cartilagineuse atypique, avec une spécificité modérée cependant à 52%. Maintenant, concernant les critères d'imagerie uniquement analysés en IRM, les critères les critères significatifs en faveur d'un chondrome étaient les îlots de moelle osseuse résiduelle, avec une spécificité de 77% en les comparant au chondrosarcome et 60% au TCA. Et concernant ces îlots de moelle osseuse résiduelle, la présence de travées de moelle osseuse en périphérie de la tumeur était un critère beaucoup plus spécifique, à 94 et 93% selon les groupes. En revanche, la présence de foci de moelle osseuse dans la tumeur n'était pas un critère significatif, différent selon les groupes. Concernant les critères significatifs en IRM en faveur d'un chondrosarcome et d'une tumeur cartilagineuse atypique, l'œdème des parties molles de la moelle osseuse et la périostite était significatif, et également l'hypersignal T1. Concernant cet hypersignal T1, j'attire votre attention sur le fait qu'aucun chondrome et aucune TCA n'avait d'hypersignal T1 dans la tumeur. C'était donc seulement des chondrosarcomes de haut grade. Enfin, pour terminer, concernant le rehaussement dans la tumeur, le rehaussement en arc et anneau est un critère significatif dans les deux groupes en faveur d'un chondrome avec une spécificité faible à modérée, et le rehaussement périphérique et confluent étaient des critères significatifs en faveur d'un chondrosarcome. On peut observer que, concernant les tumeurs cartilagineuses atypiques, seul le rehaussement confluent était un critère significatif. En effet, il y avait peu de TCA avec un rehaussement périphérique, c'était essentiellement dans les chondrosarcomes de haut grade. Donc, on a vu que certains critères d'imagerie permettaient de faire la différence entre chondrome, chondrosarcome et tumeur cartilagineuse atypique. Nous allons voir maintenant que la localisation tumorale est également un critère important. En effet, il existe des spécificités selon la localisation. La totalité de nos tumeurs cartilagineuses des mains étaient des chondromes. Concernant les pieds, 60% étaient des chondrosarcomes. Et bien, en comparant les chondromes des mains aux autres localisations, il existait des caractéristiques atypiques que nous allons voir ensuite. Concernant les tumeurs cartilagineuses des côtes, sternum et ceinture, c'était essentiellement des chondrosarcomes. Ensuite, concernant le squelette appendiculaire, 60% étaient des chondrosarcomes aux humérus et 60% étaient des chondromes au fémur. Leurs caractéristiques d'imagerie étaient similaires à celles que nous venons de présenter. Donc, intéressons-nous aux caractéristiques atypiques des chondromes des mains et des pieds. Eh bien, les profondeurs des érosions endostéales et extensions à plus de 2 tiers étaient fréquentes, dans 30 à 40% pour les mains, contre 5 et 0% sur le squelette appendiculaire. L'envahissement cortical était possible aux mains, néanmoins 2 chondromes étaient fracturés, ce qui a pu entraîner un biais de classement. La présence de fractures pathologiques était également plus fréquente, dans 50% contre un quart des cas. La présence de calcification était plus rare, et lorsqu'elles étaient présentes, elles étaient fréquemment étendues à moins d'un tiers de la surface tumorale, contrairement au squelette appendiculaire. Les îlots de moelle osseuse résiduelle étaient moins fréquents, alors qu'ils étaient fréquents sur le squelette appendiculaire. Et enfin, seulement sur 3 patients, l'œdème de la moelle osseuse des parties molles et la périostite étaient fréquents au pied, alors qu'il était rare au squelette appendiculaire. C'est peut-être dû aux contraintes subies par ces os. Malgré des caractéristiques atypiques, il existait des critères significatifs en faveur d'un chondrosarcome ou d'une tumeur cartilagineuse atypique au pied, qui étaient l'envahissement cortical et l'envahissement des parties molles. Ici, c'est une tumeur cartilagineuse atypique d'une phalange du 4e rayon d'un pied, où on peut voir un envahissement des corticales et des parties molles. Donc, maintenant, on a vu que les critères d'imagerie
Et la localisation permettait de faire la différence entre chondrome, chondrosarcome et tumeurs cartilagineuses atypiques. Eh bien, dans la littérature, la sémiologie des tumeurs cartilagineuses est plutôt bien décrite. Et en comparant notre analyse à la littérature, il y a des critères que nous retenons, d'autres où il existait des facteurs confondants et associés, et enfin, certains critères étaient peu décrits, voire non connus de la littérature, que je m'efforçais de vous décrire. Concernant les localisations, nous étions concordants avec la littérature, à l'exception des pieds. Donc, concernant les tumeurs cartilagineuses des pieds, dans la littérature, c'est essentiellement des chondromes, et les chondrosarcomes sont exceptionnels dans cette localisation. En cas d'envahissement cortical ou des parties molles, c'était des critères significatifs pour un chondrosarcome. Dans notre étude, 6 chondrosarcomes étaient présents. En revanche, 80% de ces chondrosarcomes présentaient un envahissement cortical et des parties molles, ce qui est concordant avec la littérature. Donc, pourquoi autant de chondrosarcomes dans notre étude au pied? C'est vraisemblablement secondaire à un biais de sélection, car nous avons inclus les tumeurs cartilagineuses avec une analyse anatomopathologique. Donc, les tumeurs sélectionner des tumeurs cartilagineuses avec des critères d'agressivité, avec un risque fracturaire ou douloureuse, tandis que les chondromes typiques ont vraisemblablement été suivis. Enfin, certains critères étaient concordants avec notre étude, comme l'extension des érosions endostéales à plus de 2/3 du grand axe tumoral. Néanmoins, il existait un facteur confondant et associé. On a observé qu'en présence d'érosion endostéale à plus de 2/3 d'extension, n'allait pas l'un sans l'autre avec l'envahissement de la corticale par la tumeur. Et il est plutôt facile pour un radiologue de diagnostiquer un chondrosarcome en cas d'envahissement cortical, et donc intéressant d'observer les tumeurs sans envahissement cortical, voir si les érosions permettent de faire un diagnostic de chondrosarcome. Eh bien, en s'intéressant aux tumeurs sans envahissement cortical, seulement 14 chondrosarcomes présentaient ces critères. Donc, nous avions des tumeurs très agressives, et donc ce n'était pas significatif, nous manquions de puissance. Enfin, certains facteurs étaient peu décrits dans la littérature. J'ai retrouvé un seul article de You, publié en 2009, à propos de l'hypersignal T1 intratumoral. Il décrit que c'est en faveur de chondrosarcome de haut grade et également compatible avec des remaniements nécrotico-hémorragiques dans la tumeur. C'est également ce que nous retrouvons dans notre étude. L'hypersignal T1 était que dans les chondrosarcomes de grade 2 et 3, donc dans les chondrosarcomes de haut grade. Nous avons observé qu'il n'allait pas l'un sans l'autre également avec le rehaussement périphérique dans la tumeur, et donc vraisemblablement avec des remaniements nécrotico-hémorragiques. Enfin, certains critères sont bien décrits dans la littérature, donc la présence de moelle osseuse résiduelle en faveur des chondromes avec une spécificité plutôt modérée. En revanche, la dichotomisation en travées et foci de moelle osseuse est plutôt originale. Donc, l'idée... Attendez, j'essaie juste de couper, si on puisse voir. Donc, l'idée d'analyser les travées de moelle osseuse vient de Vanel en 2013, qui décrit A Simple, Easy-to-Use New Magnetic Resonance Sign. Donc, il observe une bonne corrélation entre l'IRM et l'analyse histologique de la visualisation de nodules cartilagineux entourés de travées de moelle osseuse en hypersignal. Eh bien, dans notre étude, ce critère était bien plus spécifique en faveur d'un chondrome, à 94% de spécificité en les comparant au chondrosarcome et 93% en les comparant aux tumeurs cartilagineuses atypiques. De plus, l'absence de moelle osseuse dans la tumeur est un critère important pour diagnostiquer les chondrosarcomes en histologie. L'analyse donc des foci de moelle osseuse intratumoraux est plutôt originale dans notre étude. Notre hypothèse était qu'il pouvait s'agir du stade du processus d'infiltration de cette travée de moelle osseuse dont nous venons de parler par l'architecture perméative des chondrosarcomes. Et donc, nous passerions dans un chondrome de travée de moelle osseuse à un chondrosarcome de bas grade avec des foci de moelle osseuse dans la tumeur, et enfin les chondrosarcomes de haut grade, une absence totale de moelle osseuse dans la tumeur. Eh bien, on observait un pic de foci intratumoraux dans les tumeurs cartilagineuses atypiques, suivi d'une chute de ces foci dans les chondrosarcomes de haut grade, ce qui étaye notre hypothèse. Néanmoins, ce critère n'était pas significatif, avec un petit p à 0,16 et mériterait d'être vu dans des études de plus grande amplitude. Donc, à partir de ce travail, nous proposons un algorithme de prise en charge des tumeurs cartilagineuses centromédulaires. Donc, tout d'abord, devant la découverte d'une tumeur cartilagineuse centromédulaire, il faut analyser la topographie. En cas d'atteinte des petits os longs des mains et des pieds, il s'agit d'un chondrome et une analyse anatomopathologique n'est pas nécessaire. En revanche, en cas d'envahissement cortical ou des parties molles, il faut suspecter un chondrosarcome et donc faire un prélèvement histologique. En cas d'atteinte des ceintures
côte ou sternum. Il s'agit d'un chondrosarcome et un prélèvement histologique est nécessaire. Maintenant, concernant les os longs, nous allons nous intéresser tout d'abord à la topographie. Donc, en cas d'atteinte épiphysaire, il s'agit d'un chondrosarcome, jusqu'à preuve du contraire, et il faut réaliser un prélèvement histologique. En revanche, en cas d'atteinte métaphysaire ou diaphysaire, nous proposons d'analyser les critères d'imagerie les plus spécifiques en faveur de chondrosarcome, avec une spécificité supérieure à 90%. Ces critères étaient l'envahissement cortical, l'envahissement des parties molles, la réaction périostée qui était agressive en scanner, l'épaississement de la corticale, les plages en hypersignal T1 intratumorale et les rehaussements périphériques et nodulaires confluents. Si un critère était présent, c'est un chondrosarcome, il faut faire un prélèvement histologique. Si aucun critère n'est présent, il faut analyser les critères d'imagerie secondaires moins spécifiques, mais évocateurs de chondrosarcome, qui sont les calcifications étendues à moins d'un tiers de la tumeur, l'œdème des parties molles, de la moelle osseuse et la périostite, et l'absence d'îlots de moelle osseuse résiduelle. Si un critère est présent, il est possible que ce soit un chondrosarcome, et il va être discuté de faire un prélèvement anatomopathologique. Et en l'absence de ces critères, c'est vraisemblablement un chondrome, et un prélèvement anatomopathologique n'est pas nécessaire, il faut réaliser une surveillance. Donc à partir de ce travail, et même si de nombreuses limites étaient présentes liées au caractère rétrospectif de l'étude et à la présence d'un biais de sélection anatomopathologique des tumeurs les plus agressives, il restait difficile de différencier de manière formelle les tumeurs cartilagineuses atypiques des autres types histologiques. Nous proposons donc un arbre diagnostique à évaluer de manière prospective. Merci beaucoup.